bonsoir et bienvenue sur ma chaîne YouTube, une histoire d'un soir. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle histoire, ou plutôt un nouveau chapitre, parce qu'aujourd'hui je vais vous lire le premier chapitre de Peter Pan et Wendy. Donc sans plus attendre, je vous propose de vous installer bien confortablement, de fermer les yeux si vous le souhaitez et de commencer cette lecture avec, bien évidemment, le premier chapitre. Peter débarque. Tous les enfants, hormis un seul, grandissent. Ils savent très tôt qu'ils doivent grandir. Voici comment Wendy l'apprit à son tour. Elle avait 2 ans et cueillait des fleurs dans un jardin. Elle en cueillait une autre encore et courut l'offrir à sa mère. Elle devait être bien adorable en cet instant, car Madame Darling, portant la main à son cœur, s'écria: « Si tu pouvais rester toujours ainsi. » Elle n'en dit pas plus long. Mais dorénavant, Wendy sut qu'il lui faudrait grandir. Dès qu'on a 2 ans, on n'y échappe pas, on sait. 2 est le commencement de la fin. La famille habitait au numéro 14, et jusqu'à la venue de Wendy, sa mère était la reine. C'était une dame charmante, avec une tournure d'esprit romantique et une bouche si joliment moqueuse. Son esprit romantique ressemblait à ces petites boîtes qui viennent de l'Orient mystérieux et contiennent d'autres boîtes encloses l'une dans l'autre. Vous croyez être arrivée la dernière, elle en cache encore une à l'intérieur. Quant à sa bouche moqueuse, un baiser y était posé que Wendy ne parvenait jamais à prendre. Elle se tenait là, bien ostensiblement, au coin des lèvres à droite. Et voici comment Monsieur Darling conquit sa femme. Le bataillon des messieurs, qui se trouvaient célibataires alors qu'elle était encore jeune fille, ayant découvert au même moment qu'ils en étaient amoureux, tous se précipitèrent chez elle pour lui demander sa main. Tous, sauf Monsieur Darling, qui prit un fiacre et entra le premier dans la place. Ce fut ainsi qu'il la conquit. Il obtint tout d'elle, à l'exception de la boîte la plus secrète dont il ignora toujours l'existence, et du baiser auquel, avec le temps, il renonça. Wendy pensait que Napoléon, lui, aurait fini par l'obtenir, mais je le vois bien en train d'essayer, puis battre en retrait, fou de colère en claquant la porte. Devant Wendy, Monsieur Darling se vantait souvent de ce que sa mère non seulement l'aimait, mais le respectait. Il était un de ces êtres profonds et subtils, pour qui les valeurs mobilières n'ont pas de secret. En vérité, personne ne s'y connaît vraiment en la matière, mais lui avait tout à fait l'air de s'y connaître et à sa façon d'affirmer que les valeurs sont en hausse et les titres en baisse inspirait aux femmes le plus grand des respects. Madame Darling se maria en robe blanche. Au début, elle tint les livres de contes à la perfection. Comme en se jouant, il n'y manquait même pas une tête de chou de Bruxelles. Puis, peu à peu, des choux-fleurs entiers passèrent au travers, et à leur place, l'on vit des images de bébés sans visage. Au lieu de les additionner, Madame Darling les dessinait. C'était ses pronostics. Wendy vint la
naissance de Wendy. Ses parents se demandèrent s'ils pourraient la garder, car cela faisait une bouche de plus à nourrir. Monsieur Darling était très fier de son rejeton. Mais en homme responsable, il vint s'asseoir sur le lit de sa femme, lui prit la main et se mit à calculer les dépenses futures sous le regard suppliant de Madame Darling. Elle était prête à courir ce risque, advienne que pourra, mais ce n'était pas du tout la façon de voir de son mari. Il n'y voyait clair qu'armé d'un crayon et d'une feuille de papier. Et si par malheur elle l'embrouillait avec ses suggestions, il devait tout raconter depuis le début. Cette fois, ne m'interromps pas, demanda-t-il. J'ai une livre 17 ici, 2 livres 6 au bureau. En me passant de mon café au travail, je gagne 10 shillings, ce qui fait 2 livres 9 shillings et 6 pence. Puis, des 18 livres 3, cela fait 3 livres 7 shillings 9 pence, plus 5 0 0. Qui est ce qui remue 8, 8, 7, 9, je reporte 7. Ne parle pas, mon trésor. Plus la livre que tu as prêté à cet homme qui est venu frapper à la porte. Tranquille, bébé, je reporte, bébé. Ça y est, vous avez réussi. Que disais-je? 9, 7, 9. Oui, 9, 7, 9. La question est donc de savoir si nous pouvons vivre pendant 1 an avec 9 livres, 7 shillings et 9 pence. Aucun problème, George, aucun problème. Mais Madame Darling avait un préjugé en faveur de Wendy, et c'était lui qui des deux montrait la plus grande force d'âme. Souviens-toi des oreillons, dit-il d'un ton menaçant, et il enfourcha de nouveau son data. Oreillons, 1 livre, c'est ce que j'inscris, mais je crains que cela ne s'élève à une 30aine de shillings. Chut, rougeole, 1 livre et demie, rubéole, 1 demi-guinée, ce qui fait 2, 15, 6. Cesse d'agiter le doigt, coqueluche, disons 15 shillings. Et la liste s'allongeait, et le total n'était jamais le même. En fin de compte, Wendy passa de justesse, avec un rabais de 7 shillings 6 sur les oreillons, et les 2 maladies rouges ramenaient à 1 seule. La venue de John fut tout aussi âprement discutée, et Michael faillit bien y rester. Pourtant, on les garda tous les 2, et bientôt, on pouvait voir les 3 petits Darling se rendant à la queue leu au jardin d'enfants de Mademoiselle Fulsom, sous la surveillance de leur bonne. Madame Darling aimait l'ordre, et Monsieur Darling s'efforçait scrupuleusement d'imiter ses voisins. D'où la bonne, comme ils étaient pauvres, fut le prix du lait que les enfants buvaient en quantité. Cette bonne se trouvait être une chienne Terre-Neuve, très collet monté, répondant au nom de Nana, et qui n'avait servi aucun maître en particulier avant d'être engagée par les Darling. Ils avaient fait sa connaissance dans le parc de Kensington, où elle passait le plus clair de son temps, le plus clair de ses loisirs, à jeter des coups d'œil furtifs dans les berceaux, ayant toujours considéré les enfants comme une affaire importante. Les bonnes d'enfants négligentes la détestaient pour cette manie, et aussi parce qu'elle les suivait jusqu'au logis et se plaignait à leur maîtresse. Nana se révéla d'emblée un vrai trésor de nounou, veillant strictement à l'heure du pain et se levant à n'importe quelle heure de la nuit au moindre gémissement de ses protégés, car naturellement sa niche était installée dans la chambre des enfants,
savait si votre toux est purement exaspérante ou si elle mérite qu'on vous entoure la gorge d'une chaussette. Jusqu'à sa dernière heure, elle resta fidèle aux remèdes de bonne femme, comme les feuilles de rhubarbe, et proclamait bien haut son mépris pour ces théories de nouveau genre sur les microbes et autres bestioles. On aurait pu prendre une leçon de bonne manière rien qu'à l'avoir escorté les enfants jusqu'à l'école lorsqu'ils se tenaient bien. Elle leur permettait de marcher à côté d'elle et les rangeait en file indienne s'ils cherchaient à muser en chemin. Les jours de gymnastique, elle n'oubliait jamais le tricot de John et portait toujours un parapluie dans sa gueule pour le cas où il pleuvrait. Il y avait dans le sous-sol du jardin d'enfants une salle où les bonnes attendaient. Elles s'asseyaient sur les banquettes, tandis que Nana se couchait sur le plancher. C'était là la seule différence. Néanmoins, celle-ci affectait de l'ignorer, comme si elle occupait un rang inférieur de la société. Et elle, de son côté, n'avait que dédain pour leur futile bavardage. Lorsque des amis de Madame Darling venaient visiter la chambre des enfants, Nana, contrariée, subtilisait en un clin d'œil le tablier de John pour lui enfiler, à la place de celui qui est orné d'un galon bleu, défroissait la robe de Wendy et se précipitait sur les cheveux de John. On aurait pu trouver pouponnière mieux gérée. Pourtant, M. Darling, tout en reconnaissant le fait, éprouvait un certain malaise quand il imaginait les commentaires des voisins. Ne devait-il pas songer au rang qu'il occupait dans la ville? Nana le gênait encore d'un autre point de vue. Il avait le sentiment qu'elle ne l'admirait pas. Mais si, George, elle t'admire follement, le rassura Madame Darling, tout en faisant signe aux enfants de se montrer alors particulièrement gentil envers papa. S'ensuivaient alors des danses gracieuses auxquelles se joignait parfois Lisa, l'autre domestique des Darling. Comme elle avait l'air petite fille avec sa coiffe et son tablier de bonne, bien qu'elle eût juré au moment d'entrer en service qu'elle n'aurait jamais plus 10 ans. Oh, la gaieté de ses ébats, et la plus gaie de tous. Madame Darling pirouettait avec tant de frénésie qu'on ne voyait plus d'elle que son baiser. C'est alors qu'on aurait eu une chance de le ravir, en sautant sur elle à l'improviste. Non, il n'existait pas de famille plus simple, plus heureuse avant l'arrivée de Peter Pan. Madame Darling eut vent de Peter pour la première fois, alors qu'elle était occupée à mettre de l'ordre dans l'esprit de ses enfants. C'était une habitude nocturne de toute bonne mère de fouiller dans l'esprit de ses enfants dès qu'ils sont endormis et de remettre toutes choses d'aplomb pour le lendemain, rangeant à leur place les nombreux objets égarés de la journée. Si vous pouviez rester éveillé, mais c'est impossible bien sûr, vous verriez comment s'y prend votre maman et trouveriez très intéressant de l'observer à ce moment. C'est exactement comme fouiller dans les tiroirs. Vous la surprendriez à genoux, je pense, se demandant perplexe où diable vous avez bien pu dénicher ce machin, faisant des découvertes agréables et d'autres qui le sont moins, pressant cette chose contre sa joue comme si c'était aussi doux qu'un petit chat, et faisant vivement disparaître cet autre de la vue. Quand le matin, vous rouvrez les yeux, votre méchanceté et la passion mauvaise que vous accompagnèrent au lit, vous les retrouvez pliés en une pile serrée et repoussés tout au fond de votre conscience.
dessus sont rangées vos plus jolies pensées, attendant que vous les enfiliez. Je ne sais s'il vous est arrivé de voir la carte géographique de l'esprit d'une personne. Les docteurs dessinent parfois un schéma d'autres parties de votre corps, et ces croquis suscitent les plus vifs intérêts, mais surprenez-les donc tandis qu'ils s'ingénient à dresser le plan d'un esprit d'enfant, territoire non seulement embrouillé, mais qui n'arrête pas un instant de bouger. Des lignes en zigzag apparaissent, tout comme sur une feuille de température. Ce sont probablement les routes qui sillonnent l'île, car le pays de l'imaginaire est toujours plus ou moins une île. Avec ici et là d'étonnantes taches de couleur, des récifs de corail, et au large des fins voiliers corsaires, et encore des repères sauvages, des nains d'ailleurs pour la plupart, des grottes où coule une rivière des princes Benjamin de 7 frères, une hutte prête à s'effondrer, et une toute petite vieille au nez crochu. S'il n'y avait que cela, le plan serait facile à tracer, mais on y trouve aussi le premier jour à l'école, la religion, les prêtres, le bassin rond, les travaux d'aiguille, des meurtres, des pendaisons, les verbes qui gouvernent le datif, le jour du flan au chocolat, les premières bretelles, dites 33, 3 sous pour arracher votre dent vous-même, et ainsi de suite. Et comme ces choses font tantôt partie de l'île, tantôt d'une autre carte qu'on voit par transparence, on ne s'y retrouve plus du tout, d'autant que cela remue tous les temps. Évidemment, le pays de l'imaginaire diffère beaucoup d'une personne à l'autre. Celui de John, par exemple, possède une lagune où volent des flamants roses que John tire à la carabine, alors que Michael, qui est encore petit, a un flamant rose qui survole des lagunes. John vit dans un bateau échoué dans les sables laquis en l'air, Michael dans un wigwam et Wendy dans une hutte de feuilles habilement cousues ensemble. John n'a pas d'amis. Michael reçoit les siens la nuit. Wendy chouchoute un louveteau abandonné par ses parents. Mais dans l'ensemble, les contrées de l'imaginaire ont toutes un air de famille. Et si elles voulaient bien se tenir en rang devant vous diriez qu'elles ont toutes le même nez, la même bouche, etc. C'est toujours sur ces rivages magiques que les enfants viennent échouer leurs canots. Nous aussi, nous y sommes allés, et même si nous n'y aborderons jamais plus, nous savons encore dans l'oreille le chant de ces vagues. De toutes les citerres, l'île de l'imaginaire est la mieux abritée et la plus dense, pas du genre qui s'étire en longueur avec d'ennuyeuses distances d'une aventure à l'autre, mais pleine comme un œuf. Le jour, quand on y joue avec la nappe et les chaises, elle n'a rien d'effrayant, mais 2 minutes avant de s'endormir, elle devient presque vraie. C'est pourquoi l'on a inventé les veilleuses. Au cours de ces voyages à travers l'esprit de ses enfants, il arrivait à Madame Darling de tomber sur des choses incompréhensibles pour elle. Entre autres, et par-dessus tout, le mot Peter. Elle ne connaissait aucun Peter, et pourtant, il apparaissait ça et là dans la tête de John et de Michael, tandis que Wendy était toute gribouillée de son nom, écrit en gros caractères effrontés. Lorsque Madame Darling le déchiffrait, elle lui trouvait l'air joliment sûre de lui.
comme sa mère la questionnait à son sujet. Mais qui est-ce, mon chou? C'est Peter Pan, maman, tu sais bien. Sur le coup, Madame Darling ne sut pas du tout, mais en remontant dans son enfance, elle se souvient d'un Peter Pan qui vivait, disait-on, chez les fées. On racontait d'étranges histoires à son propos. Ainsi, on prétendait que lorsque les enfants meurent, il les accompagne un bout de chemin pour qu'ils n'aient pas peur. Madame Darling y avait cru autrefois, mais à présent qu'elle était mariée et raisonnable, elle avait peine à admettre qu'un être pareil pût exister. D'ailleurs, dit-elle à Wendy, il aurait dû grandir depuis le temps. Non, non, il ne grandit pas, il n'a pas grandi, assura Wendy, d'un ton confidentiel. Il a tout juste ma taille, aussi bien de corps que d'esprit, voulait-elle dire. Comment le savait-elle? Impossible de le dire, elle le savait. Un point, c'est tout. Madame Darling consulta son mari, mais celui-ci sourit avec un pff de mépris. Écoute-moi bien, dit-il, c'est quelques idioties que Nana leur aura fourré dans la tête, tout à fait le genre d'idée qui vient aux chiens. Laisse courir, ça leur passera. Cela ne passa pas. Pourtant, au contraire, le turbulent garçon allait bientôt donner un choc sérieux à Madame Darling. Les enfants vivent les plus étranges aventures, sans en être aucunement troublés. Ainsi, une semaine après un tel événement, il leur prend l'envie de vous raconter comment, alors qu'ils se promenaient dans la forêt, ils ont rencontré leur père mort et ont joué avec lui. Ce fut de manière accidentelle que Wendy fit un matin une révélation alarmante. On avait découvert sur le parquet de la chambre à coucher des feuilles mortes qui, assurément, ne s'y trouvaient pas lorsque les enfants étaient allés dormir. Madame Darling essayait de résoudre cette énigme quand Wendy expliqua avec un sourire indulgent. Je crois que c'est encore ce Peter. Que veux-tu dire, Wendy? C'est vilain de sa part de ne pas balayer, soupira Wendy, qui était très soigneuse. Peter venait parfois dans la chambre pendant la nuit, expliqua-t-elle, mine de rien, et il jouait de la flûte, assis au pied de son lit. Hélas, elle ne se réveillait jamais. Aussi lui était-il impossible de savoir comment elle le savait. Elle le savait, un point c'est tout. Tu dis des sottises, mon trésor, personne ne peut entrer dans la maison sans frapper. Je crois qu'il entre par la fenêtre. Ma chérie, voyons, au 3e étage. Les feuilles mortes ne se trouvaient-elles pas au pied de la fenêtre, maman? C'était vrai, c'est là qu'on les avait trouvées. Madame Darling se demandait ce qu'il fallait en penser. Tout cela semblait si naturel à Wendy qu'on ne pouvait classer l'affaire en prétendant qu'elle avait dû rêver. Mon enfant, s'écria Madame Darling, pourquoi ne pas m'en avoir parlé plus tôt? J'ai oublié, dit Wendy avec insouciance. De fait, elle avait hâte de se prendre son petit déjeuner. Bon, Wendy avait dû rêver. Pourtant, ces feuilles étaient bien là. Madame Darling les examina attentivement. Ce n'étaient plus que des squelettes de feuilles, mais elle pouvait certifier qu'elles ne provenaient d'aucun arbre connu en Angleterre. Elle se mit à 4 pattes sur le plancher, scruta à la chandelle les empreintes d'un pied bizarre, explora la cheminée à l'aide d'un tisonnier, sonda les murs, puis elle laissa se dérouler un ruban de la fenêtre jusqu'au trottoir. Cela représentait une dizaine de mètres,
comme cela fut démontré précisément la nuit qui suivit et qui marqua le début des extraordinaires aventures des jeunes Darling. Cette nuit-là donc, les enfants allèrent une fois de plus se coucher. C'était le jour de congé de Nana et Madame Darling les avait-elle-même baignés. Puis, percés jusqu'au moment où, l'un après l'autre, ils avaient lâché sa main pour glisser lentement vers le pays du sommeil. Ils avaient l'air si calmes, si paisibles qu'elle sourit de ses propres frayeurs et s'assit tranquillement pour coudre auprès du foyer. C'était une chemise destinée à Michael, la première chemise de sa vie, qu'il mettrait le jour de son anniversaire. La chaleur du feu était douce, la chambre faiblement éclairée par les veilleuses, et à présent, la couture avait glissé sur les genoux de Madame Darling. Puis, sa tête d'Odelina, fort gracieusement, elle s'était endormie. Regardez-les tous les quatre, Wendy et Michael de ce côté-ci, John de celui-là, et Madame Darling près du feu. Il y aurait dû y avoir une quatrième veilleuse. Dans son sommeil, Madame Darling eut un rêve. Elle rêva que le pays de l'imaginaire s'était dangereusement rapproché et qu'un étrange garçon en était débarqué. Il ne l'effrayait pas. Elle l'avait déjà vu sur le visage des femmes qui n'ont pas d'enfants, et peut-être le voit-on également sur le visage de certaines mères. Mais dans son rêve, il avait troué le voile qui cache la contrée de l'imaginaire, et elle vit Wendy, John et Michael qui regardaient par ce trou. Jusque-là, pas de quoi fouetter un chat. Mais tandis que le rêve se poursuivait, la fenêtre s'ouvrit violemment et un garçon sauta sur le plancher. Une étrange lumière, pas plus grosse que le poing, l'accompagnait et dansait follement dans l'air de la chambre, comme si elle était vivante. À mon avis, ce fut elle qui réveilla Madame Darling. Elle poussa un cri, vit le garçon, et je ne sais comment reconnut aussitôt Peter Pan. Si vous aviez été là, ou moi, ou Wendy, nous aurions vu qu'il ressemblait beaucoup au fameux baiser de Madame Darling. C'était un charmant petit gars, vêtu de feuilles de résine qui sointent des arbres. Mais ce qu'il y avait de plus adorable en lui, c'étaient ses dents de lait qu'il avait au grand complet. S'apercevant qu'il avait affaire à une grande personne, il lui adressa un grincement de ses 20 petites perles blanches. Voilà les amis pour ce premier chapitre de Peter Pan. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle aura permis de